Donc, bienvenue à tous ceux qui nous rejoignent pour cet après-midi du festival Grand Océan, avec un programme encore riche et varié, avec des intervenants passionnants, vous allez le voir. Et je vous rappelle toujours que vous pouvez vous poser vos questions avec le QR code qui est disponible soit sur votre programme ou soit sur les slides sur vos écrans, que vous soyez ici en présentiel ou à distance. Vraiment, on prend toujours un moment à la fin pour répondre à vos questions. Et nous allons tout de suite rentrer dans le vif du sujet, celui des câbles sous-marins et de leurs enjeux planétaires. Et je vais demander à Ophélie Coelho de me retrouver sur scène. Bonjour Ophélie, vous avez le pupitre pour vous, voilà, pour votre présentation. Je rappelle que vous êtes chercheuse, auteure, conférencière dans le secteur de la géopolitique du numérique. Alors, vous avez 20 minutes, Ophélie, avec les questions comprises. Donc, vous avez un petit décompte ouais. Devant vous et on est obligé de maintenir un petit peu notre timing. Ça marche. Merci. Eh bien, écoutez, je vais faire au mieux. Donc, bonjour à tous. Merci pour l'invitation. Alors, j'aime toujours beaucoup parler de ce sujet-là. Bon, je suis beaucoup sur les sujets, sur les enjeux géopolitiques du numérique, disons sur toute la chaîne du numérique. Mais les câbles sous-marins, c'est vrai que c'est un petit peu mon péché mignon, on va dire les choses comme ça. Alors, dans quel sens? Voilà. Alors déjà, première chose, je me suis dit, on peut déjà présenter, pour faire une brève introduction, je ne vais pas vous expliquer absolument tout du câble, parce que ça prendrait beaucoup de temps, on peut faire un cours là-dessus, il n'y a pas de problème, mais en 20 minutes, je vais vraiment essayer de prendre 4 dimensions déjà pour une brève introduction. D'abord, les câbles sous-marins, c'est technique, c'est-à-dire ce sont des routes au fond des mers qui permettent en fait d'acheminer des données, depuis déjà la fin en fait, du 19e siècle avec l'Empire britannique, la Old Red Line. En fait, c'est ce que vous voyez d'ailleurs dans le fond de cette carte. C'est une carte de 1903 qui représente le réseau. Vous voyez les petites lignes qui passent, c'est le réseau télégraphique de l'époque, qui était plutôt en fait associé à l'Empire britannique, même si à ce moment-là, ça commençait déjà à devenir une infrastructure mondiale. Et alors, ça a été en cuivre d'abord, puis petit à petit, on a eu des changements techniques, technologiques, pour arriver à la fibre au début, à la fin des années 80, puis 90, 2000. On a eu un déploiement comme ça, des câbles de fibre optique, et aujourd'hui, avec une place du logiciel de plus en plus prégnante. Oups. L'approche historique, du coup, du câble télégraphique au réseau de l'Internet, néanmoins, on garde toujours cette idée d'un outil de l'Empire, c'est-à-dire que les réseaux de télécommunications, ce sont des réseaux d'information, et en fait, ce sont aussi des réseaux qui sont instrumentalisés. C'est pas seulement pour communiquer d'un continent à l'autre, c'est aussi pour acheminer de l'information, mais aussi pour la récolter. Donc c'est pour ça qu'aussi on peut parler, parfois il y a des interceptions de données qui servent à l'intelligence pour le coup, et aussi à couper éventuellement aussi ces infrastructures. C'est ce qu'avait fait d'ailleurs l'Empire britannique lors de la Première et de la Seconde Guerre mondiale, et même avant cela, si on regarde les guerres impériales entre la Russie et le Japon, la bataille de Tsushima, en fait, il y avait aussi un rôle de l'Empire britannique dans l'interception de communication sur ces câbles télégraphiques. Donc en fait, le câble sous-marin... si on l'aborde d'un point de vue historique, on se rend compte que c'est vraiment un outil de l'Empire, et aujourd'hui, c'est un outil au service, on va dire, de l'Empire économique des États-Unis, de la Chine aussi, qui est de plus en plus présent dans ce domaine-là, et des grands acteurs de la tech qui se développent énormément sur l'infrastructure de câbles depuis une dizaine d'années. Approche géographique parce que ce réseau, il est inégalement réparti. Bon, déjà, si on regarde initialement, c'était beaucoup dans l'hémisphère nord, et puis progressivement, on a commencé à avoir des câbles dans l'hémisphère sud. Donc c'est en cela déjà que c'est inégal. Et ensuite, les cœurs technologiques, généralement, si vous voulez, les câbles, ça permet de relier, mais aussi de concentrer, de ramener la donnée, généralement, dans des cœurs technologiques qui sont souvent concentrés aux États-Unis, en Europe, en Chine, beaucoup aux États-Unis, il faut quand même l'admettre. Et donc, du coup, l'approche géopolitique, elle coule de source, en quelque sorte. L'approche historique, l'approche géographique et l'approche technique nous font penser, nous font nous rendre compte au fur et à mesure du temps que ce sont des puissances, ce sont des outils de puissance. Et d'ailleurs, quand les États, quand il y a un projet de câble qui dérange, on peut penser à des projets de câble qui, par exemple, devaient relier les États-Unis à Hong Kong directement et qui, en fait, ont été complètement arrêtés ou modifiés parce que, justement, les États-Unis craignaient qu'en fait, en passant par Hong Kong, il y ait en fait une interception de données de la part de la Chine. En fait. Donc ça, c'était assez intéressant aussi à observer. Et de la même manière, pour le Arctic Cable, il y avait un projet en fait, qui devait relier l'Europe à la Russie.
par l'Arctique, en fait, et qui a été annulé, en tout cas mis en pause pour le moment. Hein, ça ne veut pas dire qu'il ne va pas être redémarré dans quelques années, mais qui, pour l'instant, a été mis en pause. Donc, qu'est-ce qu'on voit sur cette carte? Les câbles, le réseau de câbles tel qu'il existe est dans une vue qu'on n'a pas forcément l'habitude de voir, qui est celle de centrer sur le Pacifique, en fait, parce qu'on oublie assez souvent que le Pacifique, toute la zone Pacifique, est quand même une zone de tension particulièrement prononcée, évidemment, et il y a beaucoup de chantiers de câbles, en fait, qui émergent et qui se développent dans cette zone-là. Ce qui est assez intéressant, je me permets de revenir sur cette partie, de faire un petit peu de façon transversale le câble. Donc en fait, le câble sous-marin, c'est ce que vous avez au niveau de l'océan là-bas. Vous savez, quand je marque la donnée traverse l'océan en empruntant un câble sous-marin transatlantique, mais le câble sous-marin fait partie d'une chaîne de transmission de données qui part en général des terres, bien sûr, et qui ensuite vont prendre les réseaux terrestres pour ensuite, si on a besoin de se connecter à l'extérieur au niveau transcontinental, vont passer par les câbles sous-marins. Ça peut aussi passer par les satellites, mais contrairement à ce qu'on entend, les satellites ne remplaceront pas les câbles sous-marins de télécommunication pour la simple et bonne raison que les satellites, en fait, ne peuvent pas... Il n'y a pas de centre de données dans l'espace, en tout cas pour l'instant. Et donc, il n'est pas possible, en fait, aujourd'hui, de remplacer complètement l'infrastructure au sol, et ça n'aurait pas de sens, en fait. Le satellite est là pour, on va dire, pas le dernier kilomètre, mais les derniers kilomètres de transmission, quand l'information est déjà traitée. Et à ce moment-là, on va utiliser le câble satellitaire pour transmettre l'information finale, ou éventuellement, dans certains cas où on a besoin, où on a des coupures de câbles, où on a une zone, en fait, qui n'a plus de câbles, où on a coupé les câbles pour des situations de guerre, par exemple, on va passer par des câbles satellites. Mais en aucun cas, ça ne remplace l'infrastructure au sol, loin de là. Alors, on peut voir effectivement que certaines zones sont particulièrement denses en câbles. Je vous ai parlé de la zone Pacifique. On peut également, évidemment, citer le canal de Suez, par lequel on voit d'ailleurs qu'il y a des nouvelles routes qui passent aujourd'hui plus à l'est. Raman et Blue, que vous voyez, les câbles en fait Raman et Blue par exemple, sont des câbles de Google. Et en fait, l'idée c'est de pouvoir acheminer les données ailleurs que par l'Égypte, en fait, en passant par la côte levantine, du coup, et par Gaza. En l'occurrence. Donc c'est intéressant de voir en fait comme les routes se font. Vous voyez également sur cette carte la ville futuriste Neom, qui est censée devenir un pôle technologique. Et donc ils ont déjà prévu en fait le projet de connexion du câble en fait à Neom. Et alors, petit à petit, on peut se demander, voilà, ces câbles aujourd'hui, qui les possède? Historiquement, c'est plutôt des grands consortiums d'entreprises des télécommunications qui donc géraient les réseaux terrestres et également les réseaux sous-marins de télégraphie, puis Internet, puis de fibres, voilà. Et puis progressivement, en fait, ce domaine, qui est quand même un domaine dans lequel il faut investir énormément, il faut beaucoup de moyens pour pouvoir poser et maintenir ces câbles, eh bien, ont été progressivement, en fait, pris, engagés, de plus en plus, occupés par des géants du numérique, qui, en fait, de ce point de vue-là, de cette manière-là, vont faire de l'intégration verticale. En fait, petit à petit, ils vont assembler à la fois la brique logicielle, à la brique infrastructurelle, au centre de données, au traitement, et aujourd'hui, également en tant que faiblesse de leur puce de traitement d'intelligence artificielle. Donc on voit qu'en fait, ils occupent progressivement toutes les couches technologiques de leur activité. Et donc, ce qu'on voit sur cette carte, c'est dommage parce qu'on ne voit pas forcément très bien les lignes bleues qui apparaissent, mais en gros, vous avez trois couleurs. Vous avez les lignes grises, ce sont les réseaux, encore aujourd'hui, détenus par des acteurs traditionnels comme les télécoms, qui sont des câbles qui, en fait, sont de plus en plus anciens. Ça a à peu près 25 ans de longévité, un câble. Et tous les nouveaux câbles, en fait, sont plutôt, en fait, des investissements de la part de géants du numérique ou des Émiratis aussi, on va avoir des acteurs en fait, les Émirats qui jouent un rôle aussi assez important dans l'investissement, et des télécoms chinois. Mais en gros, on a trois gros pôles d'investissement aujourd'hui. Alors on peut voir dans les câbles qui sont en bleu, du coup, c'est la dominance et propriété big tech américaine. On voit qu'ils sont à la fois présents au niveau de l'Atlantique et au niveau du Pacifique. Les rouges, qui en fait sont, excusez-moi pour la couleur rouge, mais bon, c'était trop facile, les télécoms chinois, du coup. On voit qu'ils sont un petit peu autour de l'Afrique,
très peu, en fait, voire quasiment pas présent au niveau de l'Atlantique et très présent au niveau du Pacifique. C'est assez intéressant d'ailleurs de faire ce travail-là de visualisation, de positionnement géographique, en variant un petit peu les cartographies. Alors vous m'excuserez, je fais de cette présentation une présentation cartographique, qui est aussi un de mes péchés mignons. Donc de pouvoir montrer qu'en fait, effectivement, on a les télécoms chinois, et puis on va avoir les big tech américaines comme Meta ou Google, qui sont les deux grands géants du câble. Google en premier, parce qu'il a quand même 32 câbles aujourd'hui, dont la moitié où il est propriétaire unique, ce qui dans l'histoire du câble sous-marin est juste inédit. En fait. À la rigueur, quand il y avait la Western Telegraph Company au service de l'Empire britannique, c'était à peu près ça, c'est-à-dire qu'on avait quasiment une propriété unique, mais bon. Sauf que là clairement, aujourd'hui, on n'avait plus ça depuis effectivement le début du XXe siècle. Meta également, qui est un acteur assez intéressant. Ce qui est assez intéressant avec ces acteurs, c'est que c'est pas seulement la construction du câble pour leur propre service, c'est bien ce qu'il faut se dire, c'est aussi en tant que fourniture, en tant que location de bande passante. Voilà, donc en gros, un remplacement en quelque sorte de la mission traditionnelle des télécoms. Et alors, pour en revenir du coup à la chaîne technologique, parce qu'on ne peut pas parler du câble sous-marin seulement en parlant de ces infrastructures sous-marines, on doit en parler en connexion en fait avec les infrastructures terrestres. Et là, on peut regarder assez rapidement les agrégats régionaux de centres de données avec donc des concentrations en fait de centres de données qui sont en fait qui révèlent en fait un petit peu le partage des données sur les différents territoires. Et donc, les cœurs technologiques vis-à-vis du coup des dépendances technologiques qui, elles, sont alimentées par les câbles. Et donc en cela, j'aime beaucoup aussi montrer cet exemple de l'Afrique, parce que c'est très démonstratif de toute cette évolution du câble sous-marin aujourd'hui. Déjà parce qu'on a des câbles extrêmement longs, c'est des milliers de kilomètres sur le pourtour du continent africain, avec des câbles qui, en termes de capacité, n'avaient jamais été égalés. Enfin, ces dernières années, vous avez bien sûr les câbles qui atterrissent en Europe, qui font quasiment de 300 à 400 terabits. C'est énorme comme volume de données. C'est un volume de données qu'on n'utilise pas encore. C'est de l'investissement pour après, en fait. C'est un pari sur les 10 prochaines années. Et pareil, autour du continent africain, on passe de capacités de câbles qui étaient de 1 à 50 terabits, sachant qu'en fait, pour la plupart, ils étaient à moins de 20 terabits. Là, j'ai mis 1 à 50 comme tranche, mais en fait, c'est assez faible, à des câbles qui font tout de suite de 125 à 200 terabits par seconde. Donc, c'est quand même assez énorme comme capacité de câble. Et encore, je dis ça peut évoluer parce que justement, il y a des ajouts de paires de fibres optiques, potentiellement, qui permettent de faire aussi évoluer en capacité ces câbles. Et donc, avec, dans le même temps, une territorialisation des infrastructures via des centres de données périphériques. Voilà. C'est-à-dire qu'on a toujours des cœurs technologiques plutôt au nord. Pourquoi on attend le développement de centres de données en Europe, et notamment des grands projets d'installation de centres de données en France? C'est pas pour rien, c'est parce qu'il y a une vive transformation numérique sur le continent africain et qu'on va servir en fait de lieu de passage. Il faut quand même bien regarder les choses telles qu'elles sont. L'Europe sert en fait vraiment de lieu de passage quand on regarde. Les câbles, les technologies vont passer, donc viennent des États-Unis en général pour le logiciel, même si la Chine essaye de s'implanter de plus en plus en Afrique. Donc en fait, on a un cœur de centre de données en Europe avant de redescendre vers l'Afrique, parce que vous voyez qu'il n'y a pas de liaison directe. Ou alors, ça vient de Chine. Et ça va passer par les clusters en fait, de centres de données qui sont déjà implantés sur la péninsule arabique ou en Europe. Donc tout ça est lié. Je fais exprès de passer du câble sous-marin à l'infrastructure terrestre parce qu'aujourd'hui, on ne peut pas faire de séparation entre les deux sur le développement de cette industrie-là. Et donc, du coup, ça permet de voir un petit peu en quoi, d'ailleurs, le câble sous-marin n'est pas seulement une infrastructure technique, mais fait partie, en général, d'un plan global de développement
que ce soit un plan global de développement économique, que ce soit un plan global de développement stratégique en termes informationnels et en termes justement d'outils d'empire, si on doit le dire comme ça. Alors pourquoi d'ailleurs j'emploie ce terme d'outils de l'empire? C'est pas pour rien, parce qu'en fait c'est un terme qui est utilisé en général pour dénommer les réseaux de télégraphie de l'Empire britannique à l'époque. Et en fait quand on fait le parallèle avec ce qui se passe aujourd'hui, on est dans les mêmes configurations, c'est-à-dire que les câbles sous-marins sont instrumentalisés différemment, parce qu'aujourd'hui la captation de données c'est plus compliqué que sur un câble télégraphique. Hein. Il y a quand même du chiffrement, c'est pas simple. On ne va pas se brancher au fond des mers sur un câble pour en retirer de la donnée. C'est pas comme ça que ça se passe. En général, quand on retire de la donnée d'un câble sous-marin, c'est à terre. Et ensuite, il faut un logiciel qui permet de déchiffrer les données et de les exploiter. Donc voilà. Si quelqu'un un jour vous dit, voilà, la Russie ou la Chine a intercepté des données au fond de l'eau, alors éventuellement, hein, peut-être via un répéteur ou bon. Peut-être, mais ce ne serait vraiment pas la solution de facilité. En tout cas, c'est plutôt à terre que ça se passe, en général. Par contre, les coupures de câbles, c'est quelque chose qui est relativement... voilà, vous en entendez parler de temps en temps. La plupart du temps, ce sont des accidents, voilà, de travaux sous-marins, des bateaux de pêche. Mais parfois, on peut effectivement penser, se douter qu'il s'agit d'une coupure intentionnelle. Mais de là à le prouver... Les enquêtes ne sont jamais tout à fait sûres, sauf quand il y a une vraie annonce dans ce sens. Donc voilà, je suis allée très très vite sur la première partie, donc du coup limite, je suis bien en termes de temps. Et du coup j'en profite pour les questions, parce que c'est vrai que dans les 20 minutes, il faut aussi des questions. Alors, effectivement, j'ai déjà eu des questions qui sont arrivées via le chat. Une première, en quoi la coupure d'un ou de plusieurs câbles peut affecter la vie d'un État ? Eh bien, ça dépend un petit peu combien de câbles est connecté à l'État. Alors, si on regarde, par exemple, en Europe, franchement, ça va. Même si on coupe 3 câbles, alors il ne faut pas que ce soit les câbles les plus puissants. Vous voyez, les bleus, là, c'est les plus puissants, par exemple, ceux des Big Tech. Si on coupe les 3, bon, on va avoir des services qui ne vont pas super bien fonctionner, notamment probablement ceux des Big Tech GAFAM, hein, c'est-à-dire Google, Microsoft, AWS, Cloudflare, etc. Donc on risque d'avoir quelques petits soucis de latence, mais en fait, on va avoir beaucoup d'effets de redondance. Et puis surtout, ce qu'il faut savoir, et ça, je rentrerai un peu dans la technique, on a des caches, c'est-à-dire que sur le territoire, en général, on a un certain nombre de données qui sont temporairement, en tout cas, mémorisées, en quelque sorte. Donc, si on coupe un câble, les services continuent à fonctionner jusqu'au moment en fait, où ça ne fonctionne plus. Donc, entre-temps, on les répare, on passe par d'autres routes, on passe par d'autres câbles sous-marins, voire on passe par d'autres voies continentales. Voyez. Donc, pour l'Europe, il n'y a pas trop de risques. Par contre, certains pays en Asie et en Afrique qui sont connectés qu'à 1 ou 2 câbles, là, c'est un réel problème. Et d'ailleurs, ça s'est passé l'année dernière au niveau des pays africains, quand il y a eu 3 câbles d'un coup qui ont été coupés. Ça a été très compliqué, parfois pour 2-3 jours selon certains pays. Par exemple, en Afrique du Sud, ça a été 3-4 jours, je crois, ou 3 jours. Pour d'autres pays, ça a duré 1 mois de latence, de problèmes, de coupures, etc. Et alors, je ne vous dis pas, pour les pays enclavés, c'est-à-dire ceux qui n'ont pas d'accès au littoral, c'est encore pire. Voilà. Est-ce que les câbles vont passer par le pôle Nord quand la voie du Nord sera ouverte ? Eh bien, en fait, c'est une bonne question, mais je pense que oui, de toute façon. Je pense que oui. Et puis d'ailleurs, je veux dire, il y a, bon, là, sur ces cartes-là, on ne le voit pas, mais peut-être sur celle... Mince, pas celle-là. Voilà. En fait, vous voyez pas beaucoup, mais bon, parce j'ai choisi le blanc pour faire les lignes, donc quand ça arrive au niveau du pôle, c'est compliqué. Bon, il y a déjà des câbles qui transitent au-dessus de la Russie, hein, à ce niveau-là. Et donc, clairement, oui, si ce n'est pas encore fait, je ne doute pas qu'il y aura des voies de ce côté-là. Alors, en parlant de voies, justement, le trajet des câbles semble suivre les routes maritimes. Est-ce un hasard ? Non, c'est pas. Alors, est-ce que c'est un hasard ? Je ne pense pas historiquement, parce que effectivement, c'était des routes qu'on connaissait bien. Donc, les bateaux, là où passaient les bateaux, on savait éventuellement. Enfin, en tout cas, on connaissait mieux le terrain. Voilà. Néanmoins, il y a aussi des routes qui n'étaient pas du tout exploitées et qui sont aujourd'hui, voilà, parce qu'on a quand même justement des métiers qui sont spécialisés dans l'exploration sous-marine avant pose des câbles. Donc au départ, oui,
parce qu'on connaît le terrain, parce qu'on connaît ses voies. Donc les réseaux télégraphiques, c'est tout à fait ça, par exemple. Et puis aujourd'hui, traditionnellement, on va rebâtir par-dessus les réseaux existants. Et puis petit à petit, on teste de nouvelles routes. Ouais. Et d'ailleurs, c'est le cas dans l'hémisphère sud. Une autre question, vous avez parlé de 25 ans, la durée de vie d'un câble. Les vieux câbles sont-ils laissés au fond ou remontés? Normalement, ils sont remontés. Normalement, d'accord. Et après, moi, je dis toujours normalement parce que on sait comment ça se passe. Enfin, on sait comment ça se passe. On a entendu pas mal d'histoires, que ce soit de câbles ou que ce soit d'installations d'entreprises à l'étranger, qui sont parfois laissées complètement à l'abandon. Donc, je ne serais pas surprise qu'il y ait des câbles, qu'il y ait du cuivre au fond des mers qui n'ait jamais été récupéré. Oui. Une dernière question, peut-être pour avoir un chiffre, je ne sais pas si vous l'avez. Combien y a-t-il de câbles sous-marins dans le monde? Combien de câbles? Oui. Alors, on va m'embêter avec cette question-là. Je dirais autour de 500. Voilà, je prends des précautions. Pourquoi je ne donne pas de nombre exact? Déjà parce qu'il y a des câbles qui sont annoncés et on ne connaît jamais complètement, précisément la date sur laquelle ils sont complètement posés. Donc ça, on a toujours un temps de retard, en fait, ou un temps d'avance. Par exemple, il y a certains câbles, le Waterworth de Meta, je l'ai mis quand même sur la carte, là. Ouais, celui-là, voilà, celui qui va jusqu'en Afrique du Sud en rouge, là, je l'ai mis, mais en fait, il a été annoncé. Donc, comme les investissements, la machine est en route, je l'ai mis, mais il n'est pas posé encore. Donc, c'est toujours un petit peu sensible. Et par ailleurs, parfois, le compte du câble, je prends un exemple qui est celui de Raman et Blue, au départ, était compté comme une seule entité. Sur la carte du canal de Suez, en fait. Au niveau de la côte levantine, vous avez Blue en haut à côté de Haïfa et Raman à côté de Neom. En fait, c'est la même infrastructure Google, mais qui est découpée en deux. Voilà, donc forcément, il y a un compte de câble qui va être, qui aujourd'hui est séparé. Très bien, merci beaucoup Ophélie. Je suis désolée, merci, je pense que vous auriez eu beaucoup de choses encore à partager avec nous. 20 minutes, c'est très court. Donc 20 minutes, c'est très court. C'est compliqué. Mais merci en tout cas pour d'avoir été avec nous.